Bon, ben alors, bonjour à toutes et tous. Donc, pour ce premier séminaire, merci donc de venir sur ce premier téléséminaire de notre réseau RICAS. Donc, on a eu quelques soucis techniques au démarrage, comme vous l'avez vu. J'espère que ça va quand même pouvoir tourner proprement. Donc, RICLAS, c'est un réseau qui est né dans la tête de quelques-uns parmi nous depuis déjà au moins 2 ans et qu'on a commencé vraiment à mettre en place l'année passée. Donc, RICLAS, c'est l'acronyme de réseau de recherche interdisciplinaire sur les interactions entre culture, langue et apprentissage scolaire. Voilà, donc ça en dit pas mal déjà sur nos objectifs, hein. Nos objectifs sont déjà un petit peu d'avoir une grande arche, comme disait Nathalie Valiant, pour se réunir dans l'hémisphère sud à travers la francophonie, en tout cas dans les territoires où le français est une langue d'enseignement. Euh, voilà, et ben on pourra arriver aussi à créer des réseaux de recherche, à avoir des centres d'intérêt communs, de partager nos idées, partager nos ressources. Voilà, donc on commence un petit peu ce réseau en essayant de mettre en place une première série de téléséminaires. On essaye aussi de mettre en place un colloque, les JRE, les journées de recherche. Voilà, donc nous sommes aux quatre au démarrage un petit peu de ce réseau. Donc il y a eu Rodika Elinka, donc qui justement est en train de mettre en place les journées de recherche en éducation à Tahiti. Pierre-Éric Fajol, qui est donc l'animateur de nos téléséminaires. Ensuite, il y a Séverine Ferrière, qui est donc une collègue qui nous a rejoint aussi de Nouvelle-Calédonie. Et puis moi-même, donc Jean-Jacques Salon. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'après ce téléséminaire, si vous le souhaitez, on va commencer une petite réunion dans laquelle on va faire le point justement sur les nouveaux membres qui nous ont rejoints depuis cet été, puisqu'on a eu une campagne de communication cet été. Et on va un petit peu faire le point aussi sur le site internet et voir les téléséminaires. Donc, si vous voulez rester après ces présentations, je vais laisser la parole à Pierre-Éric qui va nous présenter donc nos trois intervenants d'aujourd'hui. Donc, Nathalie Valiant et Sylvain Genevois qui vont se présenter peut-être eux aussi. Et ensuite, Eleda Robot. Et je donc laisse la parole à Pierre-Éric qui va un petit peu présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Merci. Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Nous allons donc faire attention pour la prochaine fois à bien gérer cette dimension essentielle. Comme le disait Jean-Jacques, cette priorité finalement de cet arc des Outre-mer évoqué tout à l'heure, sans forcément passer, on va dire, par le centre de la mertropole, disent les Antillais, hein, la mertropole, nous semblait tout à fait intéressant. Et je crois qu'on a tous eu à peu près cette même idée partagée à travers les drum-toms, hein, sans forcément le mettre en œuvre. Alors nous sommes sur plutôt un réseau collaboratif. Ça veut donc dire que les bonnes idées sont le bienvenu et puis que finalement, ça va évoluer en fonction de ce que l'on va mettre dans cette communauté, on va dire, de chercheurs qui est totalement indépendante des institutions. Alors pour aller directement sur la logique des séminaires, pour l'instant, 2 séminaires sont prévus. Ces séminaires sont finalement autour d'une logique relativement simple. Il s'agit d'associer autour d'un même thème, d'une même thématique, des terrains d'études différents qui ont la seule particularité identique finalement de constituer, on va dire, une identité outre-mer si celle-ci devait exister, ou des identités outre-mer plus précisément. La priorité est pour l'instant accordée aux Outre-mer français, mais sans qu'il y ait d'exclusivité. Tout dépendra bien évidemment de l'évolution de ce réseau. J'imagine que d'autres territoires étrangers pourraient tout à fait intégrer nos problématiques qui pourraient être partagées. On verra bien évidemment en fonction de la communauté de chercheurs qui intégrera donc ce réseau les priorités qui seront données. Ensuite, troisième logique, le principe est d'associer des chercheurs d'horizons, d'expériences, de statuts et de champs de recherche différents.
hein. Nous avons donc à la fois des enseignants-chercheurs, nous avons également des doctorants, des docteurs et des doctorants. Nous aurons peut-être également des étudiants. Nous verrons par la suite si effectivement nous pourrons les intégrer effectivement dans les communications que nous proposerons. En tout cas, ce principe, c'est quand même il conviendra de respecter, on va dire, les interactions qui sont mises en œuvre entre les cultures, les langues et les apprentissages scolaires. C'est véritablement le nœud, le cœur de notre problématique d'une manière générale. Alors, ces séminaires sont trimestriels. Le prochain aura lieu en décembre 2021 de cette année, donc, sans trop dévoiler son contenu, je peux seulement vous indiquer qu'il portera sur les récits et les représentations des élèves sur leur territoire de vie, leur culture patrimoniale et leur sentiment d'appartenance. Voilà, et nous essayons systématiquement d'associer deux territoires au minimum différents pour élargir les problématiques et en tout cas les représentations que nous pouvons avoir. Mais en revenons à aujourd'hui. Ce présent séminaire s'intitule Didactique et contextualisation. Donc, pour commencer la présentation des auteurs, je commencerai par Nathalie Valiant, donc, qui est professeure des universités en 70e section, ses thématiques de recherche portent principalement sur l'intervention éducative en milieu scolaire, sur la didactique des EPS, de l'EPS et des APSA, sur la sémiodidactique de l'action autour de l'enseignement-apprentissage, sur les interactions langagières en situation de classe ordinaire, et puis ce qui nous intéresse peut-être autour de ce réseau un peu plus, autour de l'altérité, des cultures corporelles et des médiations interculturelles en contexte. Je vous présente également Sylvain, donc Sylvain Genevois, qui, outre ses compétences en informatique, est également donc enseignant-chercheur en 23e section géographie, mais également en 70e section sciences de l'éducation. Ces thématiques de recherche portent autour de la didactique de la géographie, des enjeux, des usages de la cartographie numérique en contexte d'enseignement et de formation, des changements professionnels liés au numérique, le nouveau rapport au savoir, l'évolution de la forme scolaire et notamment sur un sujet qui nous intéresse plus particulièrement autour des adaptations curriculaires en contexte ultramarin. Donc, leur intervention portera, je cite, sur enseigner, apprendre en tout terrain, de la didactique contextuelle à la contextualisation du didactique, hein, comme si on mettait finalement en jeu une problématique autour d'un oxymore entre les deux, hein, contextualisation et didactique. Leur intervention questionne donc la contextualisation du didactique déclinée selon différentes disciplines d'enseignement et ou lieux d'exercice, moyennant des échelles de contextualisation variées. L'enjeu, pour reprendre leurs propres mots, indiqués dans leur ouvrage qui est paru aux éditions des archives contemporaines, est de questionner le rapport du sujet à l'activité de construction de ses savoirs et par extension, je cite, les modalités de professionnalisation de l'intervenant autour du métier d'élève interprétant. Quant à Elena Robot, que nous voyons également ici sur cette sphère et qui interviendra par la suite, elle est donc doctorante plutôt en didactique des mathématiques, si j'ai bien compris. Son directeur de thèse est Antoine Delcroix et sa co-directrice, donc Rodica. Elle se place dans une optique comparative en sciences de l'éducation et donc, comme je l'ai déjà indiqué, plus précisément en didactique des mathématiques. Sa présentation portera sur la contextualisation des enseignements mathématiques dans deux territoires de l'outre-mer français, la Polynésie française et la Guyane française. Alors, le but est de créer des interactions, des questionnements, des rapprochements entre nos différents champs de recherche. Et si vous me permettez un petit point de vue, on va dire personnel,
un des objectifs de ce réseau est de montrer que finalement, le décloisonnement des champs épistémiques permet de recadrer, de réinterroger des concepts parfois un peu nomades que nous utilisons. Cette notion de concept nomade a bien évidemment été évoquée plusieurs fois par les chercheurs. Moi, je reprendrai la définition que nous en propose, ou en tout cas la réflexion que nous en propose Edgar Morin, qui nous dit très clairement que finalement, ces concepts nomades gagnent à transgresser parfois certaines frontières académiques. Et pour le citer encore plus précisément, il nous dit « Les concepts voyagent, et il vaut mieux qu'ils voyagent en sachant qu'ils voyagent. Il vaut mieux qu'ils ne voyagent pas clandestinement. Il est bon aussi qu'ils voyagent sans être détectés par les douaniers. En fait, la circulation clandestine de concepts a quand même permis aux disciplines de se désasphyxier, de se désembouteiller. » J'espère que nous serons aujourd'hui un petit peu dans cette optique, c'est-à-dire à la fois de savoir d'où nous venons, mais sans forcément mettre des douaniers à chaque, on va dire, barrière académique qui, en quelque sorte, pourrait nous séparer. Voilà, donc je laisse la parole à Nathalie et à Sylvain pour cette première intervention. Comme vous le savez, vous avez aux alentours de 25 à 30 minutes en fonction de votre présentation et ensuite un moment de questionnement. C'est à vous. Ah, il faut activer ton micro, Nathalie. Ouais. Ouais. Est-ce que vous recevez le partage là? C'est bon? C'est parfait. Ah oui, okay. Très bien. Bon, je vais commencer, mais avec Sylvain, on a l'habitude de travailler à deux voix, donc on va s'interrompre mutuellement et mettre en dialogue le travail qu'on a fait ensemble. Bonjour à tous, merci aux organisateurs parce que c'est quand même très inédit et on est charmés et très content de partager quelques réflexions pour amorcer un peu, on va dire, un début d'envol à RICLAS. Voilà, c'est un peu prétentieux, mais ça sera une modeste contribution. Alors, on est parti de l'ouvrage qui est publié à EAC, mais qui est aussi en continuité avec un Peter Lang de 2018, qui est un collectif sur l'intervention éducative et la médiation, notamment en contexte insulaire. Alors, le travail de cet ouvrage, comme je l'ai dit, c'est un collectif qui part d'une approche de l'adaptation de l'enseignement ou d'une préoccupation historique pour aller vers quelque chose de plus problématisé, avec deux parties, l'un sur le travail sur ce que c'est qu'une contextualisation, notamment à travers une réflexion sur le divers, en histoire-géographie, sur la Réunion, sur les fonctions du didactique. Et j'ai vu Maëlle parmi les connectés, donc en tant que contributeur. Il y a un travail aussi sur la genèse identitaire et sur le rapport au juridique et à la norme. Un travail sur les séances d'éducation thérapeutique du patient en contexte à La Réunion. Et puis sur les sages-femmes, monde du dehors et monde du dedans. La deuxième partie questionne plutôt la logique de l'autre, interagir avec, par et malgré le contexte. Et là, on a un retour historique sur l'enseignement en milieu colonial à travers des éclats de corpus de copies d'élèves, un travail sur les compétences lexicales du français à l'oral et à l'écrit, une reprise sur une pratique patrimoniale qui est le moringue, j'en parlerai un peu tout à l'heure, à l'école primaire, un travail de sociologue sur les représentations sociales de l'eau en EPS en Guadeloupe, et puis une approche plutôt ethnographique de la prise en compte des contextes dans des productions d'évaluation d'étudiants en FLE. Alors, en introduction, je voulais juste reprendre le travail de Victor Ségalen et une citation que j'aime beaucoup. J'ai toujours tenu pour suspect et illusoire des récits de ce genre, récits d'aventure, feuilles de route, raconteurs joufflus de mots sincères, d'actes qu'on affirmait avoir commis dans des lieux bien précisés au long de jours catalogués. C'est pourtant un récit de ce genre, récit de voyage et d'aventure,
que je pense notre groupe RICLA en essence propose dans les futurs séminaires, mis bout à bout comme des étapes. Mais qu'on le sache, le voyage n'est pas accompli, le départ n'est pas donné. Tout est immobile et suspendu et on peut à volonté entrer ou sortir dans ce groupe, s'affranchir de ce qui suit. Que l'on ne croit point du même geste s'affranchir de ce problème, l'imaginaire déchoit-il ou se renforce-t-il quand il se confronte au réel? Et donc, finalement, on est parti de cette réflexion sur le rapport au réel et à l'imaginaire en éducation, en se posant la question du poids du contexte, mais aussi de sa construction. Alors, contrairement à PEF, nous, on a une référence inversée de la carte de Peters. Je vais laisser Sylvain expliquer. Sylvain, tu mets ton micro? Oui, tout à fait. Oui, alors comme je suis géographe, je suis censé commenter les cartes, n'est-ce pas? Donc, vous avez sous les yeux une projection qui a fait beaucoup couler d'encre à l'époque, puisque cette projection était faite pour renverser. Alors, double renversement, parce qu'avant de la renverser, Peters, quand il l'a faite, il a fait une projection qui représente les continents et les îles aussi, bien sûr, avec leur vraie superficie, ce qui n'était pas tout à fait le cas de la projection Mercator, qui représentait les angles, mais pas les surfaces. C'est quand on projette la Terre sur le globe sur un plan en 2 dimensions, on a des déformations. Et donc là, cette carte ramène les continents, notamment l'Afrique, mais aussi l'Asie, par rapport à l'Europe et la toute petite Europe, alors que vous avez tout en bas à droite. Et en plus, là, cette carte a été reprise par des associations, des ONG, qui l'ont retournée en plus par-dessus tête, avec le nord en bas et le sud en haut. Ce qui fait que nous, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, on regarde non pas le monde vu d'en bas, mais là, on le regarde vu d'en haut. Donc, le double décentrement, à la fois par la taille, les ordres de grandeur et par l'orientation de la carte. Voilà. Alors, du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment le décentrement, au sens de déplacement des alignements des centres d'intérêt, comment ce décentrement de point de vue, en contexte ultramarin, peut affecter, mais aussi inspirer le travail du chercheur. Et c'est un petit peu, je pense, qui nous met en mouvement aujourd'hui. C'est à la fois être affecté par l'altérité des contextes et en même temps s'en trouver inspiré et enrichi. Bon, je vais passer le sommaire. On a pris un sommaire très typique sur les paradigmes, les concepts, les objets, les méthodes et l'utilité, parce qu'on s'est dit que c'était un petit peu, ça pourrait constituer, ce n'est qu'une suggestion, une feuille de route pour penser notre collectif en même temps que penser les Outre-mer en éducation. Alors, les paradigmes, on part d'une dimension culturelle qui questionne le métissage. Le métissage, le mélange, la culturation ne produisent pas une médiocre juxtaposition de composantes hétérogènes. Ce n'est pas du bricolage hétéroclite, ou comme on dirait, voilà. Ils transforment, ils allient, ils inventent, ils ajoutent. Et c'est cette valeur ajoutée qu'on va chercher. Dans le mouvement historique, il manifeste la vitalité culturelle. Une culture, c'est toujours vivant, c'est évolutif, alors que l'économique et le politique expriment des rapports de force. Et donc, nous, c'est cette dynamique historique, mais aussi hétérogène et hétéroclite qu'on va assumer à travers des différents points de vue. Alors, la culture, toute culture se définit moins à partir de traits spécifiques, les normes, les us, les coutumes, qu'à partir des conditions de production et d'émergence. En réalité, elle a 2 fonctions, et Abdallah Pretsey y voit premièrement une fonction ontologique qui permet à l'être humain de se signifier à lui-même et aux autres, et puis une fonction instrumentale qui facilite l'adaptation aux environnements, en produisant des comportements, des attitudes, c'est-à-dire de la culture. Alors, évidemment, on s'intéresse à la question du savoir. Alors, c'est vrai qu'on a décidé d'adopter résolument le point de vue du didacticien, qui ne lâche rien sur ce qui est médié dans l'interaction. Et on redéfinit du coup le didacticien comme un professionnel de l'ailleurs et un passeur de culture. Son activité consisterait, si on voulait le redéfinir, à organiser la propension à apprendre au cœur de cet univers exote
qui est celui de l'élève. Et du coup, je reprends du Ségalen. La sensation d'exotisme n'est autre que la notion de différent, la perception du divers, la connaissance de quelque chose qui n'est pas soi-même. Et le pouvoir d'exotisme n'est que le pouvoir de concevoir autre. Pour moi, c'est une aptitude de ma sensibilité, l'aptitude à sentir le divers, que j'érige en principe esthétique de ma connaissance du monde. Je sais d'où il vient, de moi-même. Je sais qu'il n'est pas plus vrai qu'aucun autre, mais aussi qu'il n'est pas moins vrai. Je crois seulement que j'étais celui-là qui devait le mettre en lumière et que j'aurais ainsi rempli mon rôle, voir le monde et puis dire sa vision du monde. Alors, Sylvain, ce principe esthétique de la connaissance, tu m'as fait une remarque l'autre jour. Mets ton micro. Ouais. Oui, si tu peux passer la diapo suivante pour que sur la didactique, peut-être. Oui, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on voit souvent les didacticiens comme des gens un petit peu, des techniciens qui sont chargés de réfléchir aux conditions de transmission et d'appropriation des savoirs. Et ce qu'on a essayé de développer dans cet ouvrage, c'est plus largement une approche du divers, de l'autre, puisque là, vous voyez, on a repris l'expression du livre « le goût des autres », c'est-à-dire cette démarche d'ouverture. Je pense que c'est vraiment ce qui nous unit vraiment entre territoires ultramarins, c'est que l'autre est pluriel. On a beaucoup de cultures différentes, de langues différentes, d'identités, hein, bien sûr, on va s'intéresser aux identités. Et donc, on est dans une didactique qui n'est pas une didactique qui est une simple technique, simplement, ou qui serait asséchante, ou je ne sais pas, ou qui serait… mais on essaye vraiment d'ouvrir au maximum par ces approches culturelles, par ces ouvertures et par ce dialogue. Et donc là, on est sur des écarts et des variations, c'est-à-dire que, loin de penser que le contexte, souvent on parle du poids du contexte, ou des contraintes du contexte, et souvent le contexte, il est vu par les didacticiens comme quelque chose qui est une contrainte. Et là, au contraire, on en fait, je crois que c'est peut-être quelque chose qui est un retournement, enfin nous, on a essayé de le présenter comme ça dans l'ouvrage avec Nathalie, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de ces contextes, et on construit, non pas sur ou avec, mais on construit à travers ces contextes. Enfin, on pourrait discuter. Hein, Et donc là on va regarder donc, tous ces écarts et ces variations de contexte comme des éléments qui font partie de la situation d'enseignement-apprentissage. Et donc, on n'est pas en extériorité, on n'est pas comme des… Alors, c'était un petit peu le cas lorsqu'on parlait d'intervention, par exemple. Alors, on peut discuter bien sûr de la nature des interventions, mais on n'est pas détaché des contextes. On fait partie de l'environnement et du contexte. Et donc, c'est très important. Alors, si tu veux passer la diapositive suivante, Nathalie. Voilà. Alors là, les réglages, alors c'est important parce que, bon, il y a beaucoup de définitions du didactique, de la didactique, on ne peut pas passer trop de temps, mais quand même rappeler un certain nombre de choses. En général, en didactique, on cherche plutôt des invariants et on cherche plutôt une forme de généricité des situations. C'est-à-dire qu'on va essayer de stabiliser dans la classe ou hors de la classe des variables. Le contexte ou les contextes en font partie, bien sûr, en fonction des situations des élèves, de l'enseignant, en fonction des savoirs qui sont adressés à différents types de publics. Et là, ce qu'on essaie d'orienter, si vous voulez, c'est une didactique adressée, c'est-à-dire une didactique qui est vraiment in situ, en quelque sorte, qui est vraiment orientée vers ces contextes. Alors, ces contextes, ils sont très variés, bien sûr. Il se trouve qu'on travaille notamment avec Pierre-Éric, nous, plus spécifiquement sur la didactique de l'histoire-géographie. Et si on prend l'exemple de la didactique de l'histoire-géographie, c'est très intéressant parce que depuis très longtemps, le contexte historique et le contexte géographique, on est, nous, dans des disciplines extrêmement contextualisantes. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait en histoire-géo, on pose le décor, on pose le contexte géographique et on pose le contexte historique. Et alors là, on voit qu'il y a une espèce de surdétermination des contextes historiques et géographiques. Et d'ailleurs, ça a été très loin parce que nous sommes dans des disciplines où le déterminisme, aussi bien le déterminisme historique que le déterminisme géographique, ont tendance à enfermer dans des déterminants
qui sont le fait que, vous savez, hein, tout ce qu'on a dit sur les tropiques, hein, cette vision à la fois réelle et imaginaire des territoires tropicaux, des colonies. Et il a été question tout à l'heure, au début, Nathalie a évoqué à la fois le réel, mais aussi l'imaginaire. Il y a eu tout un imaginaire colonial, un imaginaire qui est toujours prégnant aujourd'hui, de ces territoires ultramarins. Et donc, tout ça fait partie du contexte ou des contextes. Ce que je voudrais dire d'autre aussi, c'est un des derniers textes qu'on a écrit ensemble, enfin j'espère que ce n'est pas le dernier, mais en tout cas, des dernières productions qu'on a fait ensemble avec Pierre-Éric. On a soumis hier à Carrefour de l'éducation un article sur adapter ou contextualiser. Pourquoi adapter? Parce que depuis très longtemps, on a retrouvé un texte de 1932 au moment de l'exposition coloniale. Il était déjà question, il y a un siècle, d'adapter les programmes scolaires, les programmes de la métropole, à d'autres publics, parce qu'on s'était rendu compte que ça ne marchait pas. Oui, évidemment, ils n'avaient pas les mêmes référents culturels, ils n'avaient pas les mêmes référents linguistiques, et donc on était dans des univers complètement différents. Et depuis très longtemps, il s'agissait d'adapter, mais au sens non pas de vraiment prendre en compte les acteurs, mais vraiment au sens simplement de voir comment on pouvait prendre d'autres exemples ou exemplifier différemment. Et donc, on est dans quelque chose, merci Nathalie de faire avancer le diaporama, on est dans quelque chose qui n'est pas une didactique contextuelle au sens où on créerait un nouveau champ en tant que tel, une nouvelle didactique. Les didactiques existent par ailleurs, il y a des didactiques disciplinaires, des didactiques professionnelles. On ne va pas créer une nouvelle didactique, c'est pour ça qu'on a mis didactique contextuelle entre guillemets. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est peut-être une réflexion qu'on voudrait partager avec vous, parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais ça serait de voir qu'est-ce qui serait de l'ordre de la contextualisation du didactique. Et là, on n'est pas sur la didactique en tant que champ d'observation, on est vraiment sur le didactique, il y en a partout, et il y en a même dans des situations qui ne sont pas didactisées, ou qui seraient des situations informelles, ou qui seraient des situations scolaires ou non scolaires, et donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on appelle en général la didactique. Et c'est pour ça qu'on va vers ce mouvement, le passage de la didactique au didactique. Alors il y a eu des travaux là-dessus, bien sûr, et avec des approches un peu différentes, ou notamment à Madesco. Alors, c'est Nathalie peut-être qui peut mieux reprendre là-dessus, parce que tu as plus développé ça. On n'a pas trop le temps. Oui, alors vas-y. Dans les questions, peut-être. D'accord. Alors, on y reviendra tout à l'heure s'il y a une question là-dessus. Alors, évidemment, ça demande des compétences du côté des enseignants, des compétences spécifiques. Il se trouve qu'ici à La Réunion, mais j'imagine que dans vos territoires aussi, il y a toute une réflexion dans la formation des enseignants, dans la formation initiale et continue des enseignants, comment on contextualise, avec quels outils, quelles ressources. Il y a tout un tas de réflexions autour des ressources qui permettent de contextualiser, autour des démarches d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait du contexte? Comment on l'intègre ou pas, et dans les compétences de l'enseignant. Et toujours aussi avec cet arrière-plan des spécificités. Et ce mot de spécificité, il est à la fois singularisant, c'est-à-dire qu'il a tendance, il est revendiqué souvent par nos territoires, on demande dans une forme de revendication et de reconnaissance des territoires ultramarins, qui est normal, puisqu'ils ont longtemps été non reconnus, mais ces besoins de reconnaissance, de singularisation, quelquefois, nuit à une intégration dans l'universel. Et c'est toute cette tension entre le singulier et l'universel qui fait qu'il faut aussi des approches socio-historiques, parce que ces territoires ultramarins n'ont pas les mêmes trajectoires et ils ont eux-mêmes des différences entre eux. Donc, qu'est-ce qui les unifie? Qu'est-ce qui les différencie également dans leur richesse et leur diversité? Et ça, ce sont des vraies questions qui demandent réflexion. Alors, les objets d'études, si tu veux, Nathalie, peut-être reprendre quelques exemples, parce que je ne sais pas combien de temps on a, donc on a pris beaucoup d'exemples, vous les regarderez, mais on ne pourra pas les développer tous. Non, pas le premier, c'est le vôtre. Il vous reste une dizaine de minutes. Il reste 2 minutes. Oui. Bon, alors, on vous a mis la référence. Une dizaine de minutes. Ah, 10 minutes, bon. Alors, ce texte tout à fait important, qui est un rapport qui est lié au congrès intercolonial de 1931, lié à l'exposition coloniale, qui est l'apogée de l'Empire français. Un certain nombre d'enseignants, de formateurs à l'époque, de cadres de l'éducation nationale se réunissent
et réfléchissent et font un rapport pour chaque territoire. C'est un texte tout à fait intéressant, qui est une ressource très précieuse, qui permet aussi de voir quel était l'imaginaire à l'époque et comment il y avait une forme de gallocentrisme, c'est-à-dire qu'on pensait l'outre-mer à partir de la métropole. Et aujourd'hui, on va vers une espèce d'émancipation, de manière de sortir de ces cadres de pensée, de décentrement, de déseuropéanisation ou de désoccidentalisation du regard. C'est tout à fait important aujourd'hui. Et on rentre dans toutes les questions autour des approches décoloniales ou enfin, des regards aujourd'hui, toute la réflexion aujourd'hui autour de ça. Voilà, alors je ne veux pas développer plus. Parenthèse, Nathalie, si tu veux prendre un exemple. Allez jeter un coup d'œil parce que vous y retrouvez tous vos territoires par chapitre. Et c'est passionnant. Ensuite, il y a le travail de Cédric avec PEF, Pierre-Éric Fajol, sur les copies d'élèves du lycée Lecomte de Lille des années 30, où on va au cœur des productions d'élèves pour essayer de voir, en réception de l'évaluation, ce que l'enseignant attend du point de vue des productions. Donc, je vous passe des exemples de travaux en cours. Sylvain ? Le son, Sylvain ? Oui, pardon. Oui, là c'est un projet de recherche où on travaille à la fois sur le contexte ultramarin, la distance, l'éloignement, qui sont des variables très fortes, distance, éloignement par rapport à la métropole, mais aussi par rapport au contexte numérique. Qui fait qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, dans le fait qu'il y a des formes de communication à distance, eh bien, les postures des enseignants, là, on est réunis, on est presque en direct, alors qu'on est à très loin, nos territoires sont très éloignés. Mais aujourd'hui, il y a des formes de recontextualisation liées aussi au numérique. Alors, il y a une thèse en cours sur les compétences transculturelles des sages-femmes à Mayotte et à La Réunion, dans le sens où elles sont prises en écart entre les règles de métier et les logiques identitaires. On a fait un travail sur le moringue, qui est une pratique patrimoniale assez proche de la capoeira, mais finalement très différente, autant dans l'esprit que dans les techniques, et on l'a transposé à l'école primaire. Il y a une thèse en cours sur la diaspora chinoise et les modalités de transmission de la médiation culturelle. Et il me semble qu'il y a une communauté chinoise en Polynésie notamment qui est très importante et qui m'intéresserait de questionner du point de vue du rapport aux racines. Un travail sur la construction de l'espace évidemment insulaire des élèves de 6e en géographie expérientielle. Et puis, une piste que je suis en train de voir sur des cadres noirs de Saumur, puisqu'on fait de l'équitation aussi à La Réunion. Alors, la question des méthodes. Sylvain, ou j'y vais ? Oui, continue, Nathalie. Alors, il y a différentes approches en fonction des contributions possibles et on s'est demandé quelles pourraient être les méthodes. Alors, il peut y avoir des méthodes compréhensives qui sont, si possible, heuristiques, modélisantes, des observations de pratiques, mais aussi des recueils de discours, un travail sur l'adaptation des programmes dans les différents contextes, des analyses croisées de pratiques éducatives ou évaluatives, de discours, des moments remarquables qu'on pourrait aussi travailler du point de vue des contextes, et puis évidemment des approches plus expérimentales, pluridisciplinaires, avec des variations d'échelle. C'est ça qui est intéressant, c'est de passer du micro, méso, macro et de varier là-dedans. Bon, voilà, ça c'est pour les méthodes. Je vais régler très rapidement le travail sur le comparatisme et le contrastisme. Vous m'en excuserez, mais je vais utiliser le carré sémiotique de Grémas. Je vous renvoie au chapitre d'ouvrage qui porte là-dessus et je vais passer parce que, en fait, ça revient dans le travail sémiotique de Grémas, qui est un linguiste, à travailler sur les opposés et les contraires. Alors, l'opposé de A, c'est non A, mais le contraire, c'est B. Alors, je vais prendre l'exemple ici. Soit l'opposé, c'est l'autre, ou le même, c'est le semblable,
mais le contraire, c'est le dissemblable qui s'oppose à autre. Et à ce moment-là, on peut travailler sur les opposés du point de vue comparatiste, ce qui est le même et le différent, et puis du point de vue des contraires, en travaillant les variations et les écarts, les tranchetés. Alors, j'ai essayé là un modèle unifiant qui permettrait de rassembler à la fois des dimensions contrastistes, et pardon, ici, où on travaille sur le dissemblable, l'autre et le semblable, la variation et l'écart, et où le comparatisme, lui, travaille sur ce qui est différent ou ce qui est similaire, c'est-à-dire sur le ressemblant et le dissemblant. Mais bon, c'est une modélisation simplement pour dire que le comparatisme a des limites, parce que forcément, il faut trouver des points de comparaison, ce qui revient à figer pour pouvoir décrire, et que dans l'approche contrastive, on travaille beaucoup plus sur l'hétérogénéité, la stabilité, l'irréversibilité, et donc on travaille sur des mirages métissés. Hein, c'est-à-dire que plus on avance, plus l'objet d'étude se déplace dans ces traces culturelles comme des marques de passage. Et donc l'idée, c'est de partir, ça dénote une identité en mouvement, et donc ce contrastisme peut aussi apporter d'autres choses. Alors, l'utilité sociale, et on conclut bientôt. Alors, Sylvain, on s'est pris la tête sur le « en » et sur les « s ». Mets ton micro. Oui, oui. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de commencer à expliquer sur la singularité, la diversité et l'universel par rapport à quelque chose qui ferait l'identité propre et l'unicité, on va dire, de chaque territoire. Et on est toujours dans ces tensions-là. Et donc, au début, avec Nathalie, sur ces diapositives, on avait mis la recherche on avait enlevé le « en » du guillemet parce qu'il y avait des contextes ultramarins. Mais on s'est dit finalement que le « en » faisait partie du guillemet. Alors, c'est des petites subtilités sémantiques, hein, on va pas vous… Mais on réfléchit sur est-ce qu'il y aurait effectivement des postures, des paradigmes, des méthodes qui seraient partagées. Et c'est peut-être une des choses qui est tout à fait passionnante dans le réseau qui est en train de naître ici avec RICLAS, qui serait de voir quelle serait la spécificité de nos recherches qui restent bien sûr liées à chaque territoire ultramarin et qu'est-ce qui serait partageable et qu'est-ce qui serait, on va dire, à construire ensemble en contexte avec un S, parce que forcément, il y a une pluralité de contextes qui est là et qui est bien sûr une richesse, loin d'être une contrainte. Et donc, encore 2 diapos, vous en faites pas. L'idée, ce serait de travailler peut-être, enfin en tout cas, c'est une piste ou ça pourrait être un axe, à travailler sur l'interprétation dans les échanges, dans le rapport à l'altérité et avec comme pour projet de prendre l'autre au sérieux. Bon, alors évidemment, ça demande une dynamique interactionnelle, tout ce qu'on veut, mais aussi une dimension pragmatique, c'est-à-dire qu'on agit sur du terrain, on produit du savoir, on opère des médiations. Évidemment, il y a des questions sociales vives avec des savoirs qui ne sont pas trop académiques actuellement, qu'on pourrait utiliser. Il va falloir faire des recompositions disciplinaires et puis prendre en charge cette diversité sur un mode peut-être interdisciplinaire. Même si on est tous en sciences d'éducation, on a chacun des, on va dire, disciplines majeures. Et donc, en conclusion, je pense qu'on a un terrain des ultramarins assez passionnant à défricher ensemble. Les territoires que nous vivons, hein, et donc on assume d'être aussi dans le contexte, peuvent être approchés de façon finalement assez heuristique, mais pour ça, il faut croiser, modéliser. On peut mettre en partage des regards pour prendre la perspective, éventuellement inverser la carte, se mettre à la carte de Peters, quoi. Générer de l'inédit et de l'insolite. Et c'est finalement ça la part de créativité du métier de chercheur. L'idée, c'est de travailler évidemment sur l'inter, c'est-à-dire co-interactionnel, l'interconstruction, l'interprétation, et puis ne pas perdre de vue, parce qu'on ne se renie pas en tant que didacticien, cette problématique de médiation des savoirs, même s'il y a des questions socialement vives, comme par exemple actuellement l'expérience Covid, qui à bien des égards est malheureuse, mais assez stimulante sur le plan purement intellectuel. Merci à vous. Voilà, on a fini.
Un grand merci à vous, vraiment, hein, vraiment, vraiment, et bravo pour votre performance. Voilà, je n'en doutais absolument pas, hein. Voilà, je suis vraiment très heureux de pouvoir travailler avec vous, hein. C'est une déclaration devant plein de personnes. Donc, nous sommes passés quand même de Pierre Loti à Todorov, hein, si j'ai bien compris, nous et les autres, en passant par des références en linguistique, des références en didactique. On a vraiment le sentiment d'avoir finalement dépasser certaines frontières que nous avions évoquées précédemment, hein. Autrement dit, vous êtes un petit peu des douaniers invisibles, hein. Vous essayez de rentrer, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je serai le maître du temps, là, simplement maintenant, simplement pour vous dire que d'une manière globale, je trouve que votre discours est assez performatif et mais performatif non institutionnel, ce qui me plaît véritablement, hein. C'est-à-dire qu'il nous invite véritablement à mettre en œuvre un certain nombre de projets. J'espère qu'on pourra répondre à ces invitations, ou en tout cas qu'un certain nombre de collègues y répondront. Je vous invite, pour poser des questions, de passer par le chat, et je prendrai au fur et à mesure les personnes, les premiers donc, qui interviennent sur le chat, prendront donc la parole. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc passons immédiatement à la seconde. Jean-Jacques, nous t'écoutons. Oui, bon, ben, merci beaucoup, donc, Sylvain et Nathalie, pour votre dynamique, tous ces projets, en fait, que vous êtes en train d'essayer d'insuffler à travers ICLAS et puis au-delà, déjà dans vos propres réseaux et partout. Euh, Moi, j'ai été très intéressé par beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, donc je ne pourrais pas tout reprendre. Je vous en remercie encore une fois. Mais par exemple, les méthodologies à la fois comparatives et contrastives, qui me semblent effectivement pouvoir à terme devenir un paradigme. Voilà. Je pense aussi que en termes de projets communs, en tout cas, moi, c'est ce que je constate à Mayotte et aussi dans les quelques pays africains qui nous ont rejoints cet été, on a besoin de faire un état des lieux, en fait, de ce qui existe dans chacun de nos territoires. État des lieux déjà sur le plan scolaire, puisque je vois moi déjà qu'il y a beaucoup de différences dans les parcours scolaires et les langues de scolarisation, et voir l'intégration des cultures locales dans ces parcours scolaires. Par exemple, en Afrique, la contextualisation a fait l'objet de certaines réflexions dans les années 80, en tout cas au niveau des mathématiques. Voilà, mais donc il y a plein de mouvements qui ont déjà eu lieu à droite et à gauche, mais dont on n'est pas forcément informé. Voilà, donc l'idée un petit peu dans la méthodologie et le paradigme qu'on pourrait poursuivre, c'est avant d'arriver vraiment sur du comparatisme et des approches contrastives, que vous avez très bien expliqué tous les deux, c'est déjà arriver à pouvoir avoir des données qui permettent justement de faire ce travail-là et donc des états des lieux de nos territoires en termes de ressources, en termes de système éducatif. Voilà, en tout cas, je suis très content de vous avoir écouté et de pouvoir travailler dans l'avenir avec vous sur ces thématiques-là, transversales et transdisciplinaires, interactives, etc. Merci Alors, beaucoup. cette idée d'interaction, Jean-Jacques, si je peux me permettre de commenter, a été évoquée à un moment donné avec Tout à effectivement le fait. prisme d'Abdallah Pretzel, hein, pour éviter tout déterminisme, même s'il nous faudrait établir un état des lieux peut-être, comme tu l'évoques, mais dans une vision plutôt d'interaction. Chers collègues, est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ce que vient de nous dire donc Jean-Jacques? Juste pour rajouter peut-être un élément qui va dans le sens de ce que tu dis, Jean-Jacques, pour sortir justement de ce poids des déterminismes et pour aller vers des approches contrastives où on ne cherche pas à marquer avec des marqueurs qui sont un peu des enfermements de ces territoires qu'on réduit souvent à des stéréotypes. On était dans l'idée de un peu inventer un mot un peu la contexture, c'est-à-dire quelque chose qui serait le contexte comme un construit. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure sur une des diapositives. Vous verrez, si on vous laissera le diaporama, il n'y a pas de souci. Vous verrez, nous on voyait le contexte comme un mouvement, donc un processus toujours à reprendre et en cours, hein, un processus de contextualisation et pas le contexte, mais plutôt
les formes de contextualisation didactique et pédagogique. Et puis, du coup, la contexture, pourquoi? Parce que ça nous paraissait comme un tissage entre différents éléments et non pas comme quelque chose qui serait réducteur ou qui serait une forme de déterminisme. Donc, c'est pour aller dans le sens de ce qui est en train d'être partagé là. Voilà, merci. Donc, là, voilà, on part du contexte, on part des contextes, on construit, on déconstruit également, double processus de construction-déconstruction qui va vers quelque chose qui est ce qu'on… Alors, on peut discuter, hein, c'est un néologisme, hein, bien sûr, contexture, mais qui nous sort de la vision réductrice du contexte vu comme des éléments d'un déjà là, qui serait un poids, les héritages, hein, il y en a beaucoup d'héritages hein, dans nos territoires, le poids des héritages. Donc, on sortirait de cela un petit peu et on en ferait un objet de construction-déconstruction. Voilà. En tout cas, je partage tout à fait cet avis sur le besoin de sortir de ces déterminismes, à la fois dans les mots et dans les rapports qu'on a au monde. Voilà, moi, personnellement, le terme de contexte, j'évite de l'employer parce que je trouve qu'il est beaucoup trop polysémique. On ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de contexte. En fait, bon, ça dépend des auteurs, mais moi, quand je parle avec mes étudiants, par exemple, ça peut être aussi bien le vécu de l'élève que le contexte patrimonial, que l'éducation nationale et le système scolaire dans lequel on est, c'est très vaste. Et donc, moi, je préfère être dans une approche plutôt pragmatique et je vais plutôt parler d'ouverture systémique des classes. J'estime qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que l'environnement, l'extérieur, le contexte pénètre dans les classes et donc dans une… Voilà. Pour moi, ça s'appelle une ouverture systémique. Mais bon, c'est question de vocabulaire et de cas théoriques. Je pense qu'on en aura beaucoup dans le cas de notre réseau et peut-être même juste après, tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Je crois que quelqu'un voulait intervenir. Effectivement, je reprends ma casquette de douanier, hein, si vous voulez bien, sur le mot de contexture. Il n'appartient pas, il ne nous appartient pas. Il vient plutôt de la littérature comparée dans les années 1980. Essayer de visualiser plutôt une forme de tissage hein, pour mettre en œuvre cette idée que finalement on tisse des contextes différents ou des approches différentes pour aller dans ce sens. Alors il y avait effectivement une remarque de la part de Maël. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette belle présentation et puis pour cette idée d'impulser ce séminaire qui, j'en suis sûr, va se développer au fur et à mesure. Donc, Maël Le Paven, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, didactique comparée, didactique de l'EPS. Donc, merci pour l'invitation. Alors, j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à l'écriture de l'ouvrage sur donc, un des chapitres coordonnés par Jacques Kernis sur les fonctions du didactique. Alors, je ne suis pas là pour parler de ça, mais vous parliez du poids des mots et du vocabulaire qu'on utilise pour travailler en fait, hein, sur ces perspectives comparatistes. Et c'est vrai que, enfin, personnellement, ce qui a impulsé mes travaux, enfin, ce qui a concouru en tout cas en grande partie à le faire, c'est ma lecture au début des années 2000-2002, si je me souviens bien, d'une introduction d'un numéro de la Revue française de pédagogie qui posait les jalons d'un certain nombre d'enjeux du comparatisme en didactique et qui nous disait, mais une des missions de ces approches, en quelque sorte, c'est de travailler sur l'articulation générique spécifique. Et j'ai bien aimé le commentaire de Sylvain tout à l'heure sur donc le poids des mots. On a tendance à reléguer, et certains collègues naturellement à le faire, à se dire, bah voilà, ce qu'il y a de générique en didactique, c'est un certain nombre de processus de logique inhérente au fait de devoir enseigner, de devoir apprendre quelque chose. Et d'un côté, donc on essaie de modéliser avec un certain nombre de concepts hein, que les didacticiens peuvent connaître. Et d'un autre côté, on aurait ce qui est spécifique justement du contexte et des savoirs en jeu dans le contexte. Et ça peut poser un problème, c'est le problème de la réification des savoirs. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait des modèles mastodontes, voilà, avec les modèles, les triangles, le milieu, le contrat, etc. Puis d'un autre côté, les savoirs comme unité, comme ça isolés. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant, votre vision de la culture dans ce bouquin, c'est que plutôt que de parler de savoir, on parle de pratiques, quelque part, on pourrait dire de pratiques de savoir qui les font évoluer, qui métissent en fait hein, des savoirs qui sont à l'articulation d'environnements multiculturels. Et ça, je pense que c'est une vision qu'il faut défendre. Alors, enfin,
dans mon labo, on travaille par exemple sur les pratiques de savoir et on utilise le modèle du jeu en théorie de l'action conjointe en didactique pour montrer que c'est au contact de l'autre et de la culture de l'autre justement que ce à quoi on joue et ce sur quoi on joue et ce qui se joue se redéfinit continuellement dans les interactions, dans les activités de médiation. Et je pense que c'est une vision renouvelée du savoir qui est vraiment au cœur de l'ouvrage. Et donc, je vous remercie pour ces travaux. Une réaction peut-être? Très bien. Et Léda avait une question, je pense, aux auteurs. Peut-être les auteurs pourront-ils répondre plus amplement par mail, mais peut-être déjà une première réponse. Et Léda demande s'il y a des auteurs enfin, une référence donc à communiquer sur l'approche comparative et contrastive. C'est dans le chat, Nathalie, je te vois chercher. Si tu nous parles, nous ne t'entendons pas, ton micro n'est pas branché. On ne t'entend toujours pas, Nathalie. Activé, il faut lire. Voilà, ça y est. Donc, oui, c'est dans ce chapitre-là qu'on a travaillé texte, co-texte, contexte en éducation et qu'on a posé le travail sur... on est parti du travail du carré sémiotique de Grémat. Voilà. D'accord, très bien. Je signale que la source est ici en lien hypertexte et l'accès est gratuit en ligne. Hein. C'est ça, EAC. Donc, ça pourrait être bien pour nous, à terme, un jour, de viser une production peut-être dans ce type de mode éditorial, parce que là, les étudiants ont accès directement sur EAC aux ouvrages. Alors, évidemment, on peut l'avoir en version papier, mais c'est directement accessible. Voilà. Et on y tenait beaucoup, la visibilité, le partage, ça faisait partie de nos préoccupations, que les travaux en cours soient accessibles par tout le monde. Hein. Donc c'est science ouverte, hein, c'est archive ouverte. Moi, je vous suggère encore peut-être une ou deux questions avant de laisser la parole à Eleda. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pour l'instant, nous n'avons eu que des remarques, hein, aucune question. Donc, visiblement, nous parlons tous la même langue. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Hein, je pense que nous allons laisser la parole maintenant à Eleda. Merci beaucoup pour cette intervention. J'espère que vous serez encore avec nous au mois de décembre hein, pour écouter les récits d'élèves et les représentations des élèves en contexte ultramarin. Je crois que Jean-Jacques a aussi des propositions tout à fait intéressantes pour le téléséminaire du mois de mars qui pourraient intéresser un certain nombre d'entre vous. En tout cas, nous communiquerons. Hein. En tout cas, nous allons maintenant donner la parole à Eleda et si elle a besoin, je pense, du partage d'écran, c'est Nathalie qui doit normalement lui attribuer. Oui, donc je m'en suis occupé, c'est bon. Normalement, Eleda a tous les pouvoirs. Voilà. Très bien, nous vous écoutons. Je vais essayer de faire ça. Alors, Parfait. Si on peut projeter peut-être, oui, voilà, super. Merci. Voilà. Alors, bonjour à tous d'abord, encore une fois. Alors, dans le cadre du thème de ce premier séminaire, je vais vous présenter quelques-uns de mes résultats de recherche sur la contextualisation des enseignements mathématiques en Polynésie française et en Guyane française au cycle 3 de l'école primaire. Alors, il s'agit d'une étude qui a porté sur les pratiques enseignantes de professeurs des écoles, pratiques effectives en espace et géométrie, et pratiques déclarées dans les différents domaines mathématiques en général. Alors, s'agissant d'une étude comparative, préalablement, l'étude des contextes géographiques, démographiques, historiques,
socioculturel, linguistique, institutionnel et éducatif nous a permis de constater certes des différences, mais aussi des similitudes ainsi que des problématiques communes, notamment dans le domaine de l'éducation. Par exemple, eu égard au statut de ces territoires, contrairement à la Guyane française, la Polynésie française a la possibilité de définir des programmes spécifiques d'enseignement. Cependant, le choix est majoritairement fait d'appliquer les programmes nationaux avec cependant quelques adaptations. Par exemple, dans les programmes 2020 ajustés et adaptés à la Polynésie, concernant l'enseignement primaire en mathématiques, nous avons repéré 3 différences par rapport aux programmes nationaux. 2 se rapportent à l'utilisation des langues polynésiennes et l'autre à la monnaie, le franc pacifique. Ces éléments sont en accord avec les orientations éducatives communes aux 2 territoires, où il est question de la valorisation des langues régionales et du plurilinguisme, et d'adaptation pédagogique ancrée sur les réalités socio-culturelles des territoires. Nous avons orienté nos choix théoriques autour des pratiques enseignantes du point de vue des conduites interactives, que nous ne développerons pas pour ce séminaire, des questions liées au contexte et des connaissances et ou croyances professionnelles, points théoriques que nous avons adaptés pour notre recherche. Concernant la contextualisation didactique, nous définissons 4 types de contextualisation à partir du macrosystème des pratiques enseignantes dans leur contexte, défini par Sauvage, Lintadi et Tupin. Nous parlerons de la contextualisation micro-situationnelle, codée MS, lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction de l'environnement immédiat de l'élève, à savoir l'élève lui-même, la classe, la cour de récréation, etc., etc. En second, la contextualisation micro-périphérique, codée MP, lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction du contexte environnant l'élève, à savoir l'établissement, la famille, le contexte socio-culturel. Troisième cas, la contextualisation mésorégionale, codée R, lorsque l'enseignant fait des adaptations de son enseignement en fonction des attentes institutionnelles pour répondre, par exemple, aux attentes des programmes d'enseignement ou aux politiques linguistiques et éducatives des territoires. Et enfin, nous définissons la contextualisation macro-nationale, codée N, lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction des attentes de la société sur un plan national. Du point de vue de Delcroix, Forissier et Ancio, la contextualisation didactique est vue comme un phénomène transpositif qui opère à différents niveaux de la chaîne de transposition. Différents niveaux pour lesquels ces auteurs définissent des degrés de contextualisation, faible, intermédiaire et fort. Pour notre part, en croisant les 2 points de vue de la contextualisation didactique, nous définissons le modèle tridimensionnel, réseau de transposition, type de contextualisation, degré de contextualisation. Concernant notre recherche, nous nous intéressons aux pratiques de contextualisation des enseignants quant au type et au degré de contextualisation. À titre d'exemple de contextualisation pédagogique de type micro-situationnel, l'exemple G1 est de degré faible en nombre et calcul. Les exemples P2 et G2 de degré
intermédiaire en grandeur et mesure pour l'un et en espace et géométrie pour l'autre. Les exemples P3 et G3 se réfèrent au contexte socio-culturel des territoires, comme le montrent les expressions « les prénoms sont haïtiens » et « la maison traditionnelle ». Et l'exemple P5 se réfère au contexte linguistique du territoire polynésien. Concernant les connaissances et croyances professionnelles, nous l'envisageons au travers notamment du concept de Pedagogical Content Knowledge, PCK, à savoir la connaissance du contenu pédagogique pour enseigner, initié par Schulman et largement développé. Au modèle de Moonsamy, nous ajoutons les connaissances et ou croyances relatives au contexte. La grille PCK d'un enseignant se présente ainsi. Les composants PCK et pour chacun des sous-composants, nous avons pour cela deux types de codage. Les composants contextuels, ici sur fond vert, le codage 0, MS, MP et R, selon l'absence ou le type de contextualisation mobilisé par l'enseignant. Et un codage pour les composants non contextuels, 0, 1, 2, que nous n'aborderons pas dans le cadre de ce séminaire. Quelques exemples illustrant le codage des sous-composants PCK contexte. Dans le premier exemple, lorsque l'enseignant se réfère à la fenêtre, à l'objet tableau ou à la rame de papier dans la classe, afin d'évaluer les élèves, il s'agit d'une contextualisation micro-situationnelle. Dans le deuxième exemple, l'enseignant fait référence aux commandes institutionnelles des politiques linguistiques des territoires en prenant appui sur les réalités linguistiques du territoire. Entre guillemets, on a tous des Anglais dans nos classes. Dans le dernier exemple, l'enseignant utilise des éléments du contexte socio-culturel des élèves par l'analogie entre, d'une part, le maçon et la construction d'une maison, et d'autre part, la géométrie et la construction de figures. Il s'agit ici de contextualisation micro-périphérique. L'étude des contextes et le cadre théorique nous interrogent sur la prise en compte des contextes socio-culturels et linguistiques dans l'enseignement des activités mathématiques géométriques au cycle 3. Nous émettons plusieurs hypothèses sur les pratiques effectives, sur les pratiques déclarées et une hypothèse comparative, car nous pensons que les spécificités des territoires pourraient se traduire de façon singulière dans les pratiques enseignantes. Nous avons fait des observations directes en classe, 3 sur chacun des territoires, également 6 entretiens semi-directifs et 216 professeurs des écoles ont répondu aux 2 enquêtes par questionnaire en ligne en Polynésie française et en Guyane française. De l'analyse des composants contextuels du PCK des enseignants lors des observations directes et des entretiens, nous faisons plusieurs constats. En synthèse, nous observons qu'il y a peu de références au contexte socio-culturel et linguistique des territoires. La contextualisation est surtout micro-situationnelle et de degré intermédiaire. L'enquête par questionnaire révèle
que plus de 70% des professeurs des écoles, donc pour plus de ces 70%, il est indispensable de tenir compte de l'environnement des élèves pour enseigner. Cependant, au plus, 57% déclarent proposer souvent des activités mathématiques en lien avec le contexte des élèves. Alors, nous pensons que les volontés exprimées d'adaptation des enseignements au contexte des territoires, au travers notamment des politiques éducatives, pourraient expliquer ces représentations très fortes, mais on peut aussi s'interroger sur la place du contexte en mathématiques lors de la formation initiale. C'est un point qui, selon nous, serait à approfondir. Nous avons également recueilli 229 exemples d'activités, d'exercices ou de situations mathématiques qui soient contextualisées d'après les enseignants. Et nous avons classé ces exemples suivant le type de contextualisation, les degrés de contextualisation et les domaines mathématiques. Nous faisons des constats communs sur les deux territoires, polynésien et guyanais. La contextualisation est majoritairement micro-périphérique et la contextualisation est majoritairement de degré faible. Au sein du modèle RT-TC-DC, le cube rouge représente les conceptions communes des professeurs des écoles sur la contextualisation pédagogique en mathématiques. On constate également que le degré de contextualisation varie selon les types de contextualisation, mais sont communes aux deux territoires, mis à part la contextualisation mésorégionale présente uniquement en Polynésie française. Cela pourrait s'expliquer par leur présence dans les programmes adaptés et ajustés à la Polynésie française et absente des programmes en Guyane. Ainsi, la contextualisation micro-situationnelle est majoritairement intermédiaire sur les deux territoires. Constat fait. La contextualisation micro-périphérique est majoritairement faible et la contextualisation mésorégionale est peu fréquente puisque uniquement repérable en Polynésie française et de degré faible. D'une façon générale, en termes de représentation, les types et les degrés de contextualisation semblent opérer de manière symétrique, à savoir que plus l'adaptation qui est faite s'éloigne du contexte micro de l'élève, et plus le degré de contextualisation est faible. Maintenant, si nous faisons un focus, je dirais, sur les différents domaines mathématiques, nous constatons des représentations communes en termes de type et de degré de contextualisation sur les deux territoires, polynésien et guyanais. En particulier, en espace et géométrie, la contextualisation est majoritairement micro-situationnelle et de degré presque exclusivement intermédiaire. Nous pensons que la contextualisation micro-périphérique, et donc en référence au contexte socio-culturel dans le domaine de l'espace et de la géométrie, demande une connaissance plus approfondie des territoires. Aussi, il semble plus facile, entre guillemets, d'opérer une contextualisation micro-situationnelle. Mais le domaine de la géométrie nous semble plus exigeant que les autres domaines et la contextualisation y est presque
exclusivement intermédiaire lorsque elle est, même lorsqu'elle est micro-situationnelle. Nos résultats montrent des représentations en termes de contextualisation pédagogique en mathématiques proches d'un territoire à l'autre. Cependant, nous n'avons pas repéré de représentation vraiment spécifique au territoire, sinon la contextualisation mésorégionale qui serait un élément de différenciation entre les deux territoires, puisque présente uniquement en Polynésie. Donc, nous avons dressé un profil des pratiques effectives et déclarées en espace et géométrie qui est micro-situationnel et de degré intermédiaire, et un profil des pratiques déclarées dans l'ensemble des domaines mathématiques qui est donc majoritairement micro-périphérique et de degré faible. Cependant, nous n'avons pas véritablement observé de pratiques de contextualisation spécifiques au territoire, si ce n'est l'élément de différenciation, la contextualisation régionale, mais uniquement en termes de représentation. L'hypothèse comparative, notre dernière hypothèse, nous ne pouvons pas vraiment la valider. Ainsi, comme l'étude des représentations nous l'a laissé entrevoir, il se pourrait que les différents domaines mathématiques n'aient pas le même statut vis-à-vis de la contextualisation. C'est une perspective de recherche qui mériterait d'être approfondie selon nous. Cependant, la perspective qui me semble centrale est de parvenir à mesurer les effets de la contextualisation sur les apprentissages, considérant que le développement de projets de recherche dans ce domaine s'avère nécessaire. De plus, sur le plan théorique, il nous faut expliciter de façon précise chacun des cubes unitaires du modèle RTTC-DC, puisque nous nous sommes focalisés essentiellement sur le niveau de la contextualisation pédagogique. C'est là aussi une perspective de recherche théorique que nous envisageons. Je vous remercie. Voilà, j'en ai... Merci beaucoup, Eleda, merci infiniment. Merci beaucoup pour cette très belle intervention, en tout cas très probante au niveau des résultats que vous avez proposés. Si vous me le permettez, je commencerai par une question en attendant que d'autres personnes suggèrent un questionnement à travers le chat. Donc, ma première question, en fait, ma question est la suivante. Puisque vous êtes sur une approche, on va dire, comparative, c'est bien ce que vous avez proposé initialement dans votre problématique. Oui. Je me suis demandé si finalement la typologie des contextes que nous connaissons, que vous avez utilisés, a été pensée indépendamment en fonction des territoires. Autrement dit, est-ce que vous avez finalement provoqué une certaine forme de généricité dans les contextes, le mezzo, macro, etc., micro, sans imaginer que la noosphère pouvait être différente entre la Guyane et la Polynésie? C'est ma question. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Oui, oui. Alors, justement, d'abord, merci pour cette question. Justement, si j'ai par exemple présenté le cadre théorique modifié, c'est parce qu'il était modifié en cours de recherche et que justement, c'est d'avoir été confronté au terrain, au cas de contextualisation, qui fait que j'ai dû, en quelque sorte, un petit peu, en observant ce qui se passait, eh bien, construire justement ce cadre, en tout cas à partir d'un petit peu de la littérature que j'avais faite, et construire ce cadre justement. Donc, en fait, initialement, ça s'est construit, enfin, initialement, c'est né indépendamment du terrain,
Et puis, en cours de recherche, justement, en ayant observé un petit peu ce qui se passe, j'ai abordé justement cette construction théorique pour un petit peu avoir des éléments, parce que j'observais justement des éléments de similitude, de comparaison, des choses qui revenaient un petit peu sur les deux territoires. Et il m'a semblé que justement, mettre ce cadre permettait d'avoir aussi un élément théorique de comparaison vis-à-vis justement de la Polynésie française et de la Guyane française. Très bien, je vous remercie. Vous avez 2 questions également. Je prends dans l'ordre. D'abord, Jean-Jacques avait une question à vous suggérer et ensuite Amélie. Alors, Tu veux que peut-être je que la je vais dise, arrêter donc, le ma question? partage. Oui, s'il te plaît, Jean-Jacques, oui. Ok. En fait, donc, dans tes résultats, Iléda, tu fais beaucoup apparaître qu'on est donc sur des pratiques enseignantes qui prennent en compte des micro-contextes situationnels ou autres. Et donc, il y a une absence en fait de la prise en compte dans les pratiques enseignantes des macro-contextes, voire même des méso-contextes. Est-ce que déjà, donc, ce résultat, c'est bien c'est bien ça que tu vois? Et puis, comment tu interprètes donc cette absence-là? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui manque dans les pratiques enseignantes et il faudrait donc amener les enseignants à davantage tenir compte des macro-contextes, par exemple? Ou plutôt est-ce un travers du cadre théorique de Lutandi et Tupin, dans lequel on aurait donc une sphère contextuelle qui est en fait pas pratique, pas pragmatique, puisque elle n'apparaît pas. Ou peut-être tu as une autre interprétation de ce phénomène-là. Voilà. Voilà. Alors, je dirais que pour ma part, c'est quelque chose que je n'ai pas observé. Donc, c'est une étude dans ces comment dirais-je, 3 classes sur chacun des territoires. Donc, dans ces observations, c'est vrai, effectivement, il n'y a pas cette prise en compte. Peut-être qu'il faudrait effectivement faire d'autres investigations pour voir si finalement ces contextes sont pris ou pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. D'autant Si plus. je... Oui, oui. Oui, je t'en prie. Donc, pour continuer la discussion un petit peu, en fait, sur la question de l'existence ou pas d'un macro-contexte, voire d'un méso-contexte. Penses-tu que le contexte est forcément quelque chose de local, de proximal, de proche des personnes? Et beaucoup, par exemple, vont plutôt lier le terme d'environnement. Donc, est-ce que tu penses que dans le concept de contexte, il y a aussi une notion de proximité, de localité, de régionalité? Oui, oui, parce que justement, dans les différents types de contextualisation que j'ai présentés, vous avez donc la contextualisation micro-situationnelle qui, elle, se réfère uniquement au contexte, je dirais, au contexte élève. Au sein, l'enseignant va prendre pour exemple l'élève dans la classe, va prendre pour exemple ce qui est immédiatement, je dirais, visible dans la classe, et puis le contexte, lui, micro-périphérique, qui, lui, justement, va prendre en compte va aller un petit peu plus loin que le regard. Il va parler, je ne sais pas, moi, des habitudes, du contexte, justement, socioculturel. Ça peut être des habitudes, par exemple, l'Artembe pour la Guyane en géométrie. Il va prendre en compte aussi des choses un petit peu plus en Polynésie, ce sera par exemple l'utilisation des tatouages, par exemple, qui fait donc référence au contexte polynésien pour justement, en termes d'application, par exemple, en géométrie pour la symétrie. Et puis, effectivement, au niveau comment dirais-je, des politiques éducatives, donc on va encore un petit peu plus loin, et ça, c'est les commandes institutionnelles, effectivement. On a le contexte, la contextualisation régionale, où on a vu qui est effectivement présente, visible de façon, même si elle n'est pas, il n'y a pas beaucoup de cas, mais en tout cas, elle est clairement visible dans les représentations en Polynésie. Et c'est l'hypothèse que nous faisons, c'est-à-dire que si elle est présente en Polynésie et pas en Guyane, c'est parce qu'il y a une injonction qui est faite au niveau
des programmes mis en place en Polynésie. Et cette injonction, elle n'est pas faite en Guyane, elle est juste dans, je dirais, les politiques éducatives générales au travers, notamment du projet académique de Guyane, mais pas dans les programmes. Donc, elle n'a pas valeur d'injonction, comme c'est le cas en Polynésie, qui fait qu'effectivement, on a des enseignants qui font référence à ces contextes un petit peu plus larges, je dirais. Merci, Eleda. Okay. Je crois que Amélie avait une question également. À vous, Amélie. Oui, bon, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question relative à la méthodologie employée pour observer les pratiques effectives et notamment parce que je pense aux travaux que j'ai menés donc à Tahiti. Ce que j'ai l'impression à travers les exemples qui ont été donnés, qu'on a surtout la partie verbale, le discours, mais je me demande s'il a été analysé ou observé la partie gestuelle en fait de l'enseignant, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est très empreint de culture et de contextualisation, et souvent c'est ça que je trouve très très intéressant. Pour une très grande part, c'est implicite pour l'enseignant lui-même. Donc je me demandais en termes de méthodologie si tu as eu l'occasion d'aller creuser un petit peu cette dimension implicite, et notamment qui apparaît à travers ce qui n'est pas uniquement verbal, mais aussi gestuel et multimodal, quoi. D'accord. Alors justement, très bonne question, parce que alors en fait, comme je l'ai un petit peu dit au départ, c'est que là, j'ai choisi, parce que c'est le thème du séminaire, j'ai choisi de présenter uniquement l'aspect contexte. Mais je dois dire que l'immense majorité de ma thèse repose sur les interactions. Et pour ces interactions, j'ai fait une transcription multimodale. Et donc là, ce qu'on a, c'est quelques extraits, j'ai mis pour un petit peu rendre un petit peu plus concret ce qu'on a. Et donc, effectivement, dans ces transcriptions multimodales, il y a effectivement le gestuel qui est également pris en compte, cette fois-ci dans la partie analyse des interactions, qui est encore un autre volet de la thèse que je n'ai pas voulu, dans le temps imparti des 20 minutes, vous présenter aujourd'hui, mais à l'occasion, lorsque le thème du séminaire s'y prêtera, c'est avec grand plaisir que je présenterai cette partie. Et d'ailleurs, Amélie, ta thèse, je crois qu'elle est autour de mon bureau, je l'ai plus que lue, puisqu'elle m'a largement inspirée, hein, n'est-ce pas, puisqu'il y a effectivement cette grande partie en référence aux interactions. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais à développer. J'espère qu'on m'invitera encore dans ce séminaire pour présenter cet aspect. Mais effectivement, c'est une partie qui a été prise en compte dans l'analyse des séances de façon plus fine sur certains éléments, et surtout sur l'aspect effectivement didactique, les échanges. Et à ce sujet aussi, j'ai introduit un nouveau type d'échange au modèle de Aline Kai, les monologues, parce qu'on a observé effectivement que dans les classes, il y a beaucoup des enseignants font entre guillemets ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé des monologues enseignants. Donc ça, avec plaisir, une autre fois. Voilà. Et oui, effectivement, une autre fois, c'est une belle suggestion d'ailleurs pour un futur téléséminaire autour de la contextualisation et des postures, des gestes enseignants. Effectivement, peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Sylvain avait une question à te poser, Eleda. Je lui laisse la parole. Oui, merci beaucoup. En tout cas, on est très intéressés parce que ça rejoint en partie aussi des sujets qui nous préoccupent, les degrés, les types et les degrés de débridation. Donc faible, moyen et forte. Alors déjà, on peut discuter cette gradation, hein, parce que sur quoi elle repose, les indicateurs, parce que là, bon, le nom, les prénoms ou d'autres indicateurs, finalement, est-ce que c'est des degrés de faible ou forte, donc qu'est-ce qu'il y a derrière comme indicateur? Mais surtout, je me posais la question, et c'est un peu une question qu'on se pose tout le temps, approche comparative ou contrastive. Alors du coup, vous avez pris deux territoires très intéressants, ils sont très différents.
et en même temps, ils ont des caractères communs. Pas tant que ça. Alors justement, quel est pour vous comment on peut justifier ce choix? Pourquoi vous avez pris ce choix de ces deux-là et pas d'autres? Et puis surtout, et c'est quelque chose parce qu'il se trouve qu'on connaît bien les travaux de M. Tupin ici à La Réunion, puisqu'il a longtemps travaillé ici, et donc il a beaucoup impulsé sur l'idée d'échelle micro, méso et macro. Et alors je suis géographe et donc je suis très sensible au jeu d'échelle, mais pour le coup, je m'interroge sur l'intérêt et les limites de l'approche par échelle, parce que finalement, dans le micro, il y a du macro, parce que dans le micro, il y a aussi les programmes qui disent qu'il faut faire ça, et ça se retrouve dans des pratiques très micro-situationnelles, et au contraire, dans du macro, il peut y avoir… donc, les jeux d'échelle sont peut-être plus complexes que ça, finalement. C'est une question que je vous pose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un choix, mais ça a été un choix difficile. Et effectivement, je ne vais pas m'étendre, mais parfois, sur des exemples, j'y suis revenue à 2 fois. Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est intermédiaire? Est-ce que c'est fort? Sur quoi je me base? Et puis surtout, faire attention à ne pas anticiper, à ne pas finalement imaginer une réponse qui n'est pas dite dans ce qui est écrit. Et c'est pour ça que lorsque Amélie a fait appel tout à l'heure aux transcriptions multimodales, eh bien ça aussi, ça a aidé pour un petit peu déterminer. Mais c'est vrai que je pense qu'avec peut-être, on pourrait faire aussi une graduation plus fine, peut-être. Mais bon, c'est un choix. Et puis, ça a été aussi un choix de faire finalement en 3 niveaux, parce que peut-être que ça aurait été encore plus difficile à pouvoir mettre les éléments certains exemples dans un cas ou dans l'autre. Mais pour ce qui est donc justement faible, intermédiaire et fort, bien, en quelque sorte, j'ai repris un petit peu, je ne dirais pas un petit peu, j'ai repris les choses telles qu'elles sont définies par Delcroix, Forissier et Ancio. À savoir que pour le cas concret lorsque le prénom, lorsqu'on dit Teva et on dit par exemple en Guyane, je ne sais pas, un autre prénom un petit peu local, eh bien, de quel type de contextualisation il s'agit? Alors, on va parler par exemple, de contextualisation faible lorsque, en fait, c'est de l'habillage pur. C'est-à-dire que, eh bien, j'ai remplacé le prénom Mathieu par Teva. Donc, en fait, c'est une contextualisation de surface. Ça n'implique pas, en quelque sorte, le contenu disciplinaire ou les connaissances derrière. C'est de l'habillage. Voilà, j'ai remplacé la pomme par la banane ou l'ananas. Voilà, donc là, c'est une contextualisation faible. Ensuite, pour la contextualisation forte, et ça, c'est ce que j'ai utilisé, ce n'est pas mon fait, la contextualisation forte, eh bien, elle va au-delà. Et là, je pourrais reprendre les travaux de Agnoli, je crois, Régnier Agnoli, où il est question, par exemple, des phases de la Lune. Par exemple, les phases de la Lune, si je ne considère que finalement, j'étudie les phases de la Lune comme ça, sans tenir compte finalement, sans tenir compte de l'aspect contexte où se trouvent les élèves, eh bien, ce n'est pas de la contextualisation. Je dirais que ce sera fort si, en fait, dans les attentes, je dois tenir compte, je dois modifier en quelque sorte les programmes pour que les attentes se situent à un autre niveau. Il ne s'agit pas de connaître, par exemple, les phases de la Lune, mais il s'agit de connaître eh bien, comment vont être les phases en fonction du lieu où je me trouve. Donc là, ce sera une contextualisation forte et donc forcément exigeante parce qu'elle demande un certain nombre de connaissances au niveau, je dirais, physique, au niveau de la position de la Lune par rapport à la Terre, par rapport au Soleil, etc. Donc là, forcément, ce genre de contextualisation, lorsqu'on va prendre en compte le lieu géographique, ce sera fort. Mais ça,
ça demanderait à justement modifier en quelque sorte les programmes pour que ce soit comme ça. Ensuite, entre les deux, nous avons la contextualisation donc intermédiaire qui, elle, va prendre le parti en quelque sorte de tenir compte de l'environnement. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple que j'aime bien citer qui a été donné par un des enseignants de Polynésie qui disait que, par exemple, dans les îles éloignées, les élèves n'ont aucune idée de ce qu'est le franc Pacifique ni de ce qu'est l'euro. Eh bien, ils parlent en sac de copra. Donc, en fait, pour eux, c'est donc l'enseignant qui arrive là, qui veut essayer de mettre une situation problème, il va modifier le contenu, par exemple, des exercices pour leur donner une cohérence. Il ne va pas simplement remplacer euro par copra. Donc là, on a une contextualisation plus intermédiaire. Mais pour ça, je pense que vous connaissez le document de mes collègues des Antilles. Et puis sinon, pour répondre à votre dernière question, pourquoi ce choix de la Polynésie française et de la Guyane française? Alors, je dirais que c'est une question qui est très simple pour moi, puisque je suis professeur, enseignant de mathématiques en Guyane. J'ai fait toute ma scolarité en Guyane. J'ai enseigné en Guyane dans le secondaire et depuis un certain nombre d'années maintenant dans les structures de formation des enseignants, UFM, SP, INSPE en Guyane. Et puis, j'ai fait un séjour, je dirais, marquant en Polynésie pendant 3 ans. Et moi qui m'attendais à trouver des territoires complètement opposés, vous voyez bien, dans l'imaginaire collectif, vous avez l'enfer vert, la Guyane, et puis la Polynésie, le paradis des mers bleues. Donc, vous vous dites, ces deux territoires, c'est deux territoires opposés ou contrastés, voilà. Et donc, mon investigation en tant que formatrice à l'UFM en Guyane et formatrice à l'UFM de Polynésie m'a fait justement me questionner sur finalement ces contextes que je voyais apparemment si différents. Plus le temps passait, plus j'avais l'impression que c'était des contextes très proches, d'où la naissance de ce travail doctoral. Et les résultats finalement que j'obtiens à la fin, qui m'étonnent sans m'étonner en quelque sorte, puisque je trouve que finalement sur les deux territoires, on a des choses, on a les mêmes représentations dans les différents domaines mathématiques et l'étude montre, au petit niveau, dans les quelques cas que j'ai étudiés, que au niveau de l'espace et de la géométrie, par exemple, puisque ce sont les séances observées que j'ai faites, eh bien, je retrouve la même chose en termes de représentation et en termes de pratique effective. Je reprends la main en tant que maître du temps, là, si vous permettez, parce qu'on a un peu débordé. Certes, il y a eu l'incident technique, mais nous avons quand même débordé. Une dernière question peut-être d'Isabelle. Eleda, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre de manière un peu plus concise? Et puis ensuite, nous proposerons une conclusion. Isabelle? On ne vous entend pas. On vous entend. Voilà. Oui, à propos de la contextualisation, parfois, ce qui peut poser problème pour les enseignants, c'est l'utilisation en fait d'un matériel qui vient de métropole. Voilà. Et je suppose que, en particulier en Guyane, comme les programmes sont similaires, il y a une tentation d'utiliser justement des manuels venant de métropole. En Polynésie, l'adaptation, elle est à la marge finalement pour les mathématiques. Donc, ça pose la question aussi de la créativité en fait des enseignants, de leur capacité à laisser de côté quelquefois un certain nombre de supports qui pourraient être pratiques et faciles et de les refaire. Et également le problème, je dirais, des initiatives pour concevoir un matériel adapté. Alors peut-être au CTRDP en Polynésie. Je sais que ça a été fait par le passé, mais quasiment créer des outils ou des valises qui soient liés en tout cas au contexte local
si tant est que ça puisse recouvrir en fait la diversité, la diversité justement des contextes, j'aime pas le mot, mais tant pis, d'une île à une autre presque, parce que quand on se trouve au Tuamotu, on vit pas les choses de la même manière qu'à Tahiti, dans la zone urbaine. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais peut-être que l'enjeu, il est aussi justement d'aller au-delà de la contextualisation faible et donc il y a de l'habillage pour aller peut-être dans une contextualisation plus, au moins intermédiaire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui demande un véritable travail de terrain. Et c'est aussi une des, je dirais, des pistes de travail que nous envisageons avec, avec des enseignants du terrain. Voilà. Merci Isabelle, merci Elena. Je pense que nous allons terminer sur ce questionnement. En tout cas, s'il fallait proposer une conclusion, et je donnerai la parole juste après à Rodica qui a levé la main, je crois. Il me semble que finalement, j'avais pris un peu au hasard, on va dire, cette citation d'Edgar Morin initiale sur ces concepts nomades. Je crois que finalement, Edgar Morin illustre, enfin, on illustre véritablement les débats qu'il a lancés, puisque finalement, on parle de mêmes choses, de mêmes concepts, on les utilise, on les mobilise, mais on ne les utilise pas forcément dans les mêmes aires géographiques et territoriales et didactiques et disciplinaires. On voit bien qu'il y a pas mal d'éléments en commun finalement dans la thématique globale d'aujourd'hui, contexte et didactique, mais que finalement, les cadres théoriques nous amènent parfois à réfléchir de manière un peu différente pour savoir si le contexte est au sein de la machine même de la didactique ou à côté de la machine de la didactisation, quoi. Je vais laisser la parole maintenant à mes autres collègues, fondateurs donc de ce réseau. Je m'efface. Rodica, si tu veux bien prendre la parole en premier. Ensuite, eh bien, Séverine peut-être et Jean-Jacques pourront conclure. Ok, merci Pierre-Éric. Rodica, tu n'as pas ton micro. Ah oui, je recommence. Pierre-Éric, je t'avais écrit un petit mot. C'était juste pour compléter par rapport à la présentation d'Elena, qu'elle a été présentée comme doctorante parce qu'elle l'était au début de la réalisation du programme. On avait dit qu'on fera en sorte qu'on ait toujours des enseignants-chercheurs et un doctorant dans chaque séminaire. Mais entre-temps, elle a soutenu et elle est docteur. Voilà, félicitations Elena. Et je profite pour remercier à tous les collègues qui sont présents, ceux qui se sont levés tôt, ceux qui restent dans la nuit pour ce premier séminaire. Merci à vous. Séverine, peut-être? Oui. Alors, merci beaucoup. Mais je trouve que là, ce premier séminaire permet justement d'avoir un regard déjà très, très élargi, notamment par votre première intervention où il y a toute cette question, toutes ces questions qui nous interrogent que ce soit de méthodologie, de terminologie, de ne pas enfermer les territoires, en même temps, est-ce qu'on compare, comment, etc. Et qui a été bien illustré par l'exemple de cette thèse où on voit qu'effectivement, il y a les mêmes problématiques qui s'expriment peut-être un petit peu différemment parce que ce soit, alors, par exemple, le fait des programmes scolaires plus ou moins adaptés selon les territoires, etc. Mais on voit bien qu'en filigrane se jouent toujours ces mêmes enjeux. Et donc, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes là. Et puis aussi, donc, vous remercier pour la qualité de vos interventions qui, je pense, lancent bien. En tout cas, c'était, je pense, notre ambition, d'essayer de réunir des personnes avec des problématiques qui peuvent être géographiquement isolées, mais qui finalement tournent autour de questions beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus… on a évoqué les termes de paradigme, etc., parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Donc, j'espère que, j'en suis sûre d'ailleurs, que pour la suite, avec les thématiques qu'on vous proposera et aussi les
pour les thématiques que vous avez proposées au fil de, finalement, de vos présentations, une dynamique pour éclairer un petit peu tous ces espaces. Voilà. Donc, je vous remercie encore toutes et tous. Et puis, donc, je vais aussi laisser la parole pour pas que ce soit trop long Jean-Jacques, quand même. donc, à qui je propose finalement de monter une cagnotte Litchi pour lui acheter un nouvel ordinateur pour qu'il puisse maîtriser les contraintes techniques que nous avons connues. Jean-Jacques, c'est à toi, et Rodica, je crois, aussi un mot. Oui, non, en fait, ce matin, je me suis levé et bien évidemment, le réseau Orange de Mayotte ne marchait pas, comme presque tous les soirs et tous les matins. Il a fallu que j'aille d'urgence à l'université dans laquelle le Wi-Fi n'était pas encore installé. Il a fallu faire installer une borne Wi-Fi. Je n'ai pas pu utiliser mon ordinateur portable. J'ai dû prendre un ordinateur de l'université. Enfin, voilà, quoi, c'était ça ce matin. Voilà. Bon, je remercie en tout cas tout le monde pour ce démarrage, ce premier téléséminaire qui impulse un petit peu notre dynamique. Voilà, ça préfigure, je l'espère, tout un tas de projets et d'échanges que nous allons avoir à travers nos territoires, rentrer dans des paradigmes peut-être, comme le proposaient Sylvain et Nathalie. Ça serait très intéressant, en tout cas déjà dans des méthodologies de recherche partagées et voir une conceptualisation, parce qu'avec Eleda, on a aussi beaucoup questionné la question de ces cadres théoriques et des outils méthodologiques qu'ils induisent. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, parce qu'on n'est pas sur du court terme, à mon avis, de cette histoire-là. Je pense qu'on est bien évidemment aussi dans quelque chose qui a une forte utilité. En fait, c'est très attendu dans nos territoires respectifs. Quand on regarde bien évidemment aussi en dehors de nos territoires d'outre-mer, des régions d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou voire d'autres régions du monde, par exemple dans des endroits où il y a des lycées français qui sont installés dans certains pays qui ne sont pas forcément francophones ou dans la francophonie, on voit qu'il y a vraiment ce besoin comment dire, de se regrouper, d'échanger sur nos problématiques qui ont souvent des points de convergence et d'arriver donc à cette dynamique là qu'on essaie d'impulser avec le réseau RICLAS. Voilà. Donc Pierre-Éric a annoncé 2 autres séminaires qui vont arriver tous les 3 mois. Là, après cette réunion, après ce premier téléséminaire, si vous souhaitez rester, nous allons faire un petit peu le point sur les nouveaux arrivants, puisqu'on a eu une campagne donc d'adhésion lancée cet été, et on a énormément de nouveaux arrivants qui ont intégré le réseau. Je pense qu'on va très vite communiquer, je pense fin septembre, début octobre, à destination de l'ensemble des nouveaux membres du réseau, afin d'un petit peu de les informer, de leur souhaiter la bienvenue et de les informer un petit peu de là où on en est. Voilà. Et donc, tout à l'heure aussi, mais là, ça sera si Fabrice, notre webmaster de Polynésie française, nous rejoint. On fera aussi un petit peu le point sur le site internet. Voilà, je te laisse la parole, Pierre-Éric, pour clore ce Très bien, il y a téléséminaire. Rodica qui souhaitait effectivement prendre la parole et évoquer les JRE de novembre 2022. Ah ben super, Ouais. super. Donc, ce réseau, en dehors des séminaires trimestriels, s'est muni aussi d'un colloque qu'on avait commencé il y a 2 ans à l'INSPE de la Polynésie française, qui s'appelait les JRE. On a eu l'édition JRE 2018, ensuite JRE 2020, qui a eu lieu en 2021. Et là, l'année prochaine, on va avoir les JRE RICLAS, la 3e édition, mais le nom RICLAS, le nom du réseau se rajoute au JRE. Donc, le premier colloque du réseau et le 3e des JRE, l'année prochaine, 2022. Le site, il est terminé. Je vous l'enverrai dès demain ou dès lundi pour que vous puissiez vous inscrire, nous proposer des communications, etc. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres points, Séverine? Oui, j'ai vu qu'il y avait une question sur la prochaine date du prochain séminaire. Oui, cette date est en cours d'élaboration
pour être très clair, c'est Stéphane Mainviel qui va nous faire le récit des élèves de Nouvelle-Calédonie et j'ai oublié du Vanuatu, merci. Et nous sommes en train de réfléchir à un doctorant ou une doctorante de la Réunion, de Sylvain et Nathalie, ou de Nathalie et moi-même, sur finalement les représentations d'élèves, soit sur des copies qu'a évoqué Nathalie tout à l'heure, hein, dans les années 30, ou bien soit en géographie plutôt, les représentations spatiales des élèves. Mais ce sera certainement au début du mois de décembre. Je vous donnerai la date au plus vite. Nous avons eu quelques soucis d'organisation, veuillez nous en excuser. Ça correspond bien évidemment à des problématiques, à toute nouvelle structure qui se met en place, mais une fois que nous aurons trouvé notre rythme de croisière, je vous rassure, le calendrier sera établi bien en amont. Très bien, donc je vous propose, ceux qui veulent rester pour la discussion, de rester avec nous sur cette sphère. Si vous avez d'autres éléments de prévus, bien évidemment, on vous remercie une nouvelle fois. Donc là, cette fois-ci, je laisse la parole plutôt à Jean-Jacques. Moi, personnellement, mon rôle va principalement être celui d'organiser et d'animer, on va dire, les téléséminaires. Mais mes autres collègues ont également un rôle spécifique. Peut-être qu'ils vont pouvoir vous en parler.